pirate. Radiopirate.com. Next. L'aubergiste lance le week-end. C'est une première, ça, de lancer le week-end un mercredi, je pense. C'est une petite semaine, c'est pour ça. T'as soif? Oui. Mais l'aubergiste, c'est toujours soif. L'aubergiste, Bon, oui. Hey, les Foo Fighters, les billets, c'est demain à Verdun, OK? La vente de billets, c'est demain. J'ai pas les Dès prix. 10 heures. Ouais. On n'a pas les prix, je suis allé voir, j'ai pas les prix présentement. OK, good. Hey, Joe Hamel est là. Joe, on a d'abord été salué. Je sais que dans tes sujets, tu as les feux de forêt. On a parlé de ça en ouverture. Moi, c'est une des histoires les plus atroces que j'ai lues. De voir que ces entreprises-là ont été prises en otage par le gouvernement du Québec et la gang de Legault pour faire un spectacle avec les feux pour éviter de... Ben, c'est pas dans l'article, là. Ça vient de ma tête à moi, là. Mais pour moi, les feux ont été instrumentalisés pour mettre un couvercle sur la grogne concernant les salaires que la CAQ a donné de 30 000 $ à tous les députés très rapide avant de partir en vacances. Et on a eu l'histoire des feux, ça a été... On sait comment la CAQ adore ce genre de catastrophe-là. Il adore quand ça va mal. Il adore faire ce genre de patente-là, de fermer des affaires, d'empêcher ci, de parler de mettre des N95 à Montréal, la qualité de la santé. Regarde, ils viennent en érection comme ça se peut pas. Mais là, excusez-moi, là, leur folie est allée très loin. Il y avait des gens qui avaient de l'équipement dans le bois, qui ont été mis dehors. Ces gens-là avaient le temps de ramener l'équipement. Le feu était très loin et ils ont laissé le feu aller jusque-là et les équipements qui valent des millions ont été brûlés, Joe. Écoute, histoire incroyable qui était, j'ai publié sur Twitter tantôt, là, ça vient du journal Le Quotidien. On apprend, c'est bizarre, ça n'a pas été repris au national alors que c'est quand même une histoire importante, là. L'industrie forestière, Jeff, c'est une des... Je pense que c'est dans le top 3 de nos exportations dans le PIB du Québec. Là. Donc, c'est quand même une industrie... c'est pas mal plus gros que l'intelligence artificielle et toutes les bullshit qu'on nous raconte en termes d'impact économique sur le Québec, que je parle. Là. Donc, on parle de 60 machines qui seraient passées au feu selon l'AQEF. Donc, j'imagine que c'est l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, quelque chose comme ça. Oui. On apprend, quand tu lis dans l'article, on comprend qu'il y avait des restrictions qui avaient été imposées. Et là, on comprend aussi là-dedans, c'est que ceux qui gèrent ça, on s'entend que ça a probablement... On peut spéculer, et moi je suis un peu au même endroit que toi, que ça s'est passé un peu comme avec la santé publique, dans le sens que ces gens-là, normalement, sont relativement indépendants. Et rappelle-toi, il y a eu des feux dans le passé et on a très rarement vu le premier ministre faire des conférences de presse pour des feux de forêt. C'était généralement le ministre ou les gens responsables de la SOPFEU à un niveau régional. Et c'est déjà arrivé des énormes feux en passant. Là. Début des années 2000, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord. Je pense que la région du Saguenay au complet a passé au feu dans le 19e siècle. Là. Je pense du haut du lac aller jusqu'à la baie. Là. Donc, c'est pas nouveau des feux de forêt. C'est sûr que ça a été une grosse année. Mais on se rend compte qu'il y a probablement eu une espèce, comme tu dis, de contrôle. Et là, c'est important de remettre les choses en perspective. Il y en a qui disent que c'est le gouvernement qui a mis le feu pour créer une crise. Puis je disais même que c'est pour dégager le terrain pour l'exploitation de mines de lithium. Là. Probablement, ils ne sont pas assez brillants pour orchestrer de tels stratagèmes-là. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour démonter de telles théories du complot. Là. Ce sont généralement des incompétents. Par contre, ce qu'ils ont fait, comme tu as dit, la CAQ était dans une très mauvaise séquence politique, non seulement avec les salaires, comme tu disais, mais aussi avec le pont... l'histoire du troisième lien. Il y a un paquet de choses là, qui se sont abattues et voulaient... ils sont experts là-dedans, comme tu l'as dit, d'instrumentaliser une crise, d'en mettre plus que le client demande. Est-ce que réellement il y avait des vies qui étaient en danger pour les gens, une pensée pour les gens de Lebel-sur-Quévillon là, qui sont évacués de force depuis maintenant presque un mois. Ils sont à bout, là. C'est des familles complètes. Je parlais à des commerçants là-bas là, qui me disent que c'est complètement fou. Ils n'ont pas de nouvelles, contrairement à la COVID, alors que c'était les chèques qui arrivaient même avant que les gens en demandent. Là, c'est complètement l'inverse. Ces gens-là sont abandonnés à leur sort. Puis, regarde, je vais te citer là, un entrepreneur forestier, je pense, du Lac-Saint-Jean, Sylvain Tremblay, il dit « Les interdictions de circuler étaient exagérées dans certains secteurs et ils auraient dû nous laisser aller en forêt pour sortir nos équipements du bois. » Lui, il est allé chercher son abatteuse et on comprend que le problème là-dedans, c'est des équipements de plusieurs millions et souvent, il y a plusieurs problèmes. L'assurance ne rembourse pas tout l'équipement. Plus tu as une franchise de, je pense, 50 ou 100 000 $ dans certains cas. Et l'autre problème, même si tu étais bien assuré, c'est qu'il y a un problème actuellement d'approvisionnement de ces machines-là.
Donc, l'industrie va être affectée là, par la récolte. Là, écoute, 60 machines, là, c'est quand même une grosse capacité de récolte forestière. Donc, pas mal de pirates dans cette gang-là. Jeff, on va penser à ces entrepreneurs-là qui... Une histoire incroyable d'un jeune, je pense, de 40... un jeune entrepreneur, 45 ans, qui venait d'embarquer son gars de 18 ans dans la business. Alors, c'est triste. Là, ils ont tout perdu. C'est encore une fois, c'est la mainmise de la CAQ, les petits faiseux autour de Legault qui veulent dicter justement l'actualité. Et remarque comment ça n'a pas été couvert par certains médias. Probablement qu'il y a un appel là, de Koskinen qui a été fait pour tenter de taire la grogne. Je voyais tantôt sur Facebook, Twitter, publié sur Twitter, qu'un regroupement de pourvoiries dans le bout du lac Gouin, ça c'est vraiment au nord du Québec, qui ont dit, nous on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours alors qu'ils mouillent dans le nord du Québec. Alors, il y avait des barrages, apparemment. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait des barrages routiers pour empêcher les gens d'aller en forêt. Et là, il dit, nous, on va faire fi de ça et on va réouvrir nos installations parce que ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Quelle histoire. Hey, on saute complètement de sujet. On s'en va à Toronto. Là. On s'en va pas dans le bois, on part du bois et on s'en va dans la jungle de Toronto. Élection de l'ex-femme de Layton, Madame Chow, qui est carrément c'est une Valérie Plante avec une batterie énergiseur dans le derrière. Donc, c'est quelqu'un qui veut des buildings, comme Valérie veut, comme la majorité des maires du Québec l'ont exprimé avec leur histoire de registre dans une genre de lettre qu'ils ont envoyée au gouvernement ce matin. On voit que c'est des gens qui veulent avoir des buildings. Régent Tremblay nous parlait hier des buildings soviétiques lorsqu'il était allé pour la première fois en URSS, quand c'était encore l'URSS à ce moment-là. Puis il dirait, regarde, c'était dramatique de voir cette mer de buildings toutes pareilles, vraiment gris. C'était des buildings, des racks à humains. Des racks à humains. Des racks à humains. Mais écoute, j'ai adoré ce segment-là c'était très bien expliqué. Je suis jamais allé à Moscou, mais on entend aussi un paradoxe, un contraste incroyable, apparemment encore plus flagrant, c'est Berlin. Parce qu'avant, tu avais Berlin-Est et Berlin-Ouest. Berlin-Est étant la partie communiste. Tu vois encore la distinction entre les deux villes, là. Et ça, je pensais tout de suite à ça quand j'entendais Régent hier. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent Berlin-Est. On ne sait pas ce qu'ils veulent, c'est pas important. Parce que je pense pas qu'ils ont une finalité en tête. Eux, ce qu'ils ont, c'est juste le moment, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent instrumentaliser contre des narratifs populaires démagogues, comme le fait, par exemple, que l'immobilier se contrôlé par des méchants propriétaires qui se promènent avec des chapeaux melons puis des monocles avec une canne, là, un peu comme le bonhomme Monopoly, là. Oui. Ce qui est un peu ridicule quand tu y penses la plupart. c'est ça. Quand tu y penses, la plupart des propriétaires, c'est des petits propriétaires qui souvent font quelques milliers de dollars par année, en plus du risque financier qui impose ces immobiliers-là. Oui, il y a des grosses corporations qui possèdent plusieurs bâtiments, mais le petit immobilier, l'immobilier locatif, c'est beaucoup de petits propriétaires au Québec. Et écoute, pour en revenir à la base, là, Olivia Chow, c'est qui ça, Jeff? Écoute, j'ai regardé un petit peu son profil tantôt. On apprend, et il faut que je te remette en contexte, parce que Toronto, c'est pas rien, là. On rit de la mairesse de Longueuil, Sherbrooke, OK, ça passe, là. Mais Toronto, c'est la 4e ville en importance en Amérique du Nord. Oui. C'est la capitale financière du Canada. C'est la maison de la bourse de Toronto, qui est quand même la plus grosse bourse minière au monde. C'est quand même quelque chose. Tu sais quoi le budget de la ville de Toronto annuel, Jeff? Ça doit être quoi, une quinzaine de milliards, 20 milliards? Ah, ben écoute, right on, 16 milliards de dollars canadiens, qui est quand même pas rien, là. Et on apprend que dans sa carrière, premièrement, dans son cheminement pédagogique, là, vous allez me dire que c'est pas vraiment un signe. Il y a des gens qui ont... Tu sais, quand tu doubles ta première année, là, c'est déjà un signe qu'il y a de quoi, que tu es un petit peu slow là, dans l'apprentissage. Mais c'est ce qu'elle a fait. Par contre, elle a skippé sa grade, sa 8e année. Je sais pas, c'est comme la dernière année, là. Faut lui donner. Mais après ça, c'était un peu un dead cat bounce, ce qu'on appelle en trading, hein, Jerry. Tu sais, comme quand ça crache puis ça remonte un petit peu après, mais c'est un faux signal parce qu'après, Mme Charles s'est dirigée dans l'étude de l'histoire de l'art et de la religion. Et elle a ensuite ouvert un studio de sculpture qui a créé plusieurs pièces et on apprend qu'elle peint encore à l'occasion. Donc ça, c'est le profil. Et c'est quelqu'un aussi qui courait dans les genres de... C'était quoi, des spas? C'était des genres de sauna asiatiques parce que son chum ne rentrait pas le soir. Elle cherchait partout.
Ah, ben écoute, ça, je sais pas Oui, des ça. massages. Ben oui, Jack Layton est un maniaque de massage asiatique. Mhm. Bon, OK. Mais bref, sur le fond, tu as raison, parce que c'est à peu près toujours le même modèle de politicien d'extrême gauche. Quand tu lis son programme, je t'écoutais hier, c'était pas mal ça. Dans le fond, eux autres, ils disent, regarde, elle a dit qu'elle va bâtir 25 000 unités dans les 8 prochaines années. Premièrement, qu'est-ce que la ville a à faire là-dedans? Ça ne devrait pas être la ville qui bâtit des unités, mais ils vont le faire comment? En quémandant, en forçant les gouvernements d'investir, comme tu as vu un exemple concret dans les dernières semaines à Montréal. Là, je t'en ai souvent parlé, le projet où ils ont comme racheté un propriétaire, ils ont comme embarqué de force le gouvernement du Québec puis Desjardins là-dedans pour faire une annonce. Là, tu vois, ils vont multiplier les annonces comme ça. Ils veulent que le fédéral embarque là-dedans, alors que le fédéral n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre Poilievre dans les derniers jours. Il a dit que ma mère me dit que c'était un Christ de fou, lui. Ben, en tout cas, on va écouter ce qu'il a à dire avant. Il dit que les municipalités qui vont construire plus de logements auront plus de bonus, c'est-à-dire de plus de financements fédéraux, alors que ceux qui vont l'empêcher vont être pénalisés. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que ces gens-là soient mis au pied du mur concernant le financement des infrastructures fédérales. Et c'est pas fini, là. Mme Chao va aussi empêcher les rénovictions. Et là, évidemment, ils vont définir comme ils le veulent la rénoviction, entre guillemets. Elle veut aussi lutter contre la spéculation immobilière et une taxe sur les résidences de luxe. Parce que tout ça, Jeff... Une taxe sur les résidences de luxe. Ça commence Parce que ça, à la base, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que c'est un contrôle des mais t'as peu, là, une chiotte à Toronto, elle s'est rendue 1 million. Pour moi, c'est du luxe. Pour moi, c'est du luxe. Mais c'est une chiotte pareille. Je sais pas comment ils vont définir ça, mais bref, à la base, ça va juste contribuer à décourager la construction de nouvelles unités à Toronto, qui est déjà un autre marché qui est affecté par des règles complètement débiles de zonage, etc. Donc, Toronto s'embarque dans une galère politique de au moins 4 ans avec cette autre administration cégepienne. Oui, mais donc, les deux grandes villes... Mais on a un pattern pareil, là. On a un pattern. Ouais. Je veux dire, là, il y a un pattern. C'est le Québec à grandeur. On est rendu à Toronto, Joie-le-Vert. On est-tu en train de la perdre carrément, la game? Parce que là, plus les gens sont communistes, plus sont élus, Joie-le-Vert. Ben, regarde les chiffres, puis la réponse est là. Olivia Chow a gagné avec 270 000 votes et une ville de 3 millions d'habitants, quand même. Là. Quand même. Fait que, tu sais, est-ce que 300 000 communistes dans une ville comme ça? Probablement que c'est réaliste. Par contre, le problème, c'est que tu regardes les autres candidats, c'était qui? T'as Ana Baliao, ça, qui est une Portugaise qui était, je crois, l'adjointe de l'ancien maire, qui était soi-disant conservateur, mais pas trop conservateur, mais bref, sûrement plus centriste, disons, que la Chairman Chow. Ensuite, tu as Mark Saunders, je pense, qui est l'ancien chef de police ou quelque chose comme ça. Puis, tu as Anthony Furry, qui était un journaliste du Financial Post que j'aime beaucoup, plus de droite, etc. Bon. Donc, quand tu regardes, premièrement, la deuxième a eu 235 000 votes. Puis, si tu additionnes le quatrième puis le cinquième, ben, tu passes facilement devant Mme Chow. Donc, le problème, c'est vraiment la division avec des candidats qui n'ont pas bien de chance tout seul. Fait que les autres candidats auraient probablement dû se rallier à Mme Baliao pour empêcher l'élection de la marxiste Olivia Chow. Et c'est exactement ça la leçon, Jeff, pour les prochaines municipales au Québec. Vous devez fédérer autour d'un candidat ou d'une candidate qui peut battre ces communistes-là. Puis même s'il est un petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Faut juste pas qu'il soit communiste. C'est déjà un bon début. Oui, c'est vrai. Et le fait d'annoncer des candidats tôt, probablement, je ne sais pas l'histoire de ces candidats-là, mais probablement que faut que tu t'annonces tôt pour couper l'herbe sous le pied des autres qui pensent qu'ils ont une chance. Là. Donc, le problème qu'on a eu au Québec, là, c'est que peu de monde savait que le gars de Laval était crinqué de même. Peu de monde savait que la mairesse de Sherbrooke était de même, que celle de Saguenay était de même, que le gars en Chouclac qui disait qu'il était contre le tramway et le projet actuel, que finalement, c'était un méga QS. On ne le savait pas vraiment. C'est peut-être notre job de le savoir pendant la campagne, mais on a levé la tête. On ne le savait pas, là. Ben, c'est un des problèmes, je pense, de notre société à l'heure actuelle. On voit des gens, je pense, de peu d'envergure se ramasser des contenders dans des élections de postes électifs quand même majeurs. Quelque chose, je pense, qui était quand même impossible il y a pas si longtemps, là. Tu sais, un simple examen de leur profil aurait quand même disqualifié quand même pas mal de... Longueuil, c'est gros, là.
Longueuil, je pense que c'est la 3e, 4e ville au Québec, je pense. En tout cas, c'est top 5. On va dire top 5 au moins. Moi, je pense que c'est 4, là. Tu sais, je veux dire, je veux rien enlever. On a tout su ce qu'elle a vécu, puis elle est bien belle, puis elle est bien charmante, là. Mais je veux dire, elle a pas l'expérience, elle n'a pas le CV pour être mairesse d'une ville aussi importante. Elle peut être mairesse à Gaspé, une petite ville, mettons une petite ville ou un village, 5 000, 6 000, t'apprends là. Mais là, tu pars, Christy, puis t'as rien fait vraiment dans la vie, et tu te ramasses mairesse de Longueuil. C'est pas moi qui le dis, même Doug Ford, le PM de l'Ontario, le dit. Il dit, Madame Chow, il dit, c'est une très, très bonne personne, mais il dit, si elle est élue, ça va être un désastre. Il l'a dit. Mais là, elle a été élue. Là, il dit, ouais, mais on va falloir... On va travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Ce que tu dis, c'est perceptible aussi avec la CAQ, qu'on pensait que c'était une espèce de parti, tu l'as dit, hérité un peu de l'ADQ, un genre de populisme un peu anti-woke, alors qu'on s'est rendu compte que finalement, ils utilisent tous les instruments du coffre à outils woke. Là. Oui. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu comment ce parti-là peut se positionner pour avoir des dragues dans les écoles et... En tout cas, bref, c'est un amalgame de mauvaise politique publique. Il n'y a pas trop d'idéologie derrière ça. C'est le pouvoir pur. Il n'y a pas trop d'opposition. D'ailleurs, on voit ce matin, là, un des députés, un ex-ministre, comment il s'appelle le gars dans la région de Gatineau, André Fortin, qui renonce à la direction du... Ça te donne une idée de comment ça va au PLQ actuellement quand tu as un des potentiels contenders qui refuse de se présenter. Pas de scène. Mais perdons pas de temps avec le provincial au Québec, il y a encore du temps. Là. La priorité, là, Jeff, c'est vraiment les municipales et le fédéral là, qui s'en vient pour le Québec et le Canada. C'est ça qui est la question la plus pressante. Dernier sujet très important. C-18, la gang de Trudeau, là, Rodriguez, je ne me rappelle plus son nom. Là, Pablo Rodriguez, c'est ça? Pablo Rodriguez, parce que ça brasse. Là, c'est clair que Google et Facebook, les menaces, ils n'embarqueront pas là-dedans, puis ils vont faire réaliser aux médias que les médias ont beaucoup plus besoin d'eux qu'eux ont besoin des médias, et que s'il y a de l'argent à transiger, c'est probablement plus les médias qui doivent en donner aux plateformes que les plateformes doivent leur en donner. Mais ça brasse tellement qu'on apprend dans les dernières heures que le frère de mon chum John Bettov, James, est en train de marier finalement Post Media, donc National Post, Gazette, etc., avec le Toronto Star. Donc, ça se ferait dans les prochaines heures qui s'en viennent. D'ailleurs, l'équipe de direction est déjà toute composée déjà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un done deal. Donc, ça fait énormément de victimes à venir. Donc, on s'entend qu'il y aura beaucoup de coupures, beaucoup de journalistes coupés, donc des salles de rédaction coupées. Ça fait freaker bien raide le gouvernement. Et là, on le voit, là. Moi, j'ai toujours dit, ces gens-là utilisent... Parce que ça ne tient pas debout. Ils ne l'ont jamais vraiment expliqué. L'histoire que Facebook et Google leur volent de l'argent, moi, je pense que c'est un écran de fumée. Et on utilise Facebook et Google pour finalement aider les amis qui leur ont donné un break depuis plusieurs années et financer à tour de bras, quasiment mur à mur, les médias canadiens. Et là, c'est un peu ce qu'on a annoncé hier. Là. Ben oui, puis écoute, l'histoire de C-18 qui avait comme commencé avec C-10, C-11, je pense, c'est comme une suite, là, ces projets de loi-là. C'est vraiment un gaslighting incroyable. Quand tu lis la couverture de ça, premièrement, c'est upside down, dans le sens que, comme tu l'as dit, les médias font office de victimes, alors que dans le fond, les plateformes ne font que favoriser le partage de leur contenu, puis le trafic se ramasse sur leur site. Là. Je ne comprends pas d'où provient leur délire à l'effet que les plateformes devraient leur devoir, comme tu dis, leur devraient de l'argent. C'est vraiment plus l'inverse selon moi. Il y a derrière ça, Jeff, une trame narrative qui est quand même importante où les politiciens d'à peu près tous les pays occidentaux actuellement, la plupart de régimes de gauche, sont un peu en combat contre Internet, c'est-à-dire qu'ils perdent le contrôle justement sur le narratif populaire avec la perte de vitesse des grands médias en fin de vie et attaquent directement les grandes plateformes et aussi les plateformes émergentes comme, tu sais, un peu la guerre contre TikTok, c'est un peu ça aussi, là. Je comprends que c'est une compagnie chinoise, tout ça, puis whatever, là, la reconnaissance faciale, oui, mais à la base, TikTok aussi, c'est l'émergence de nouveaux créateurs qui sont extrêmement influents, Jeff, avec des formats vidéo de, tu sais, 2-3 minutes, choc, on l'a vu un peu avec Instagram, etc.,
le blogging. Ça a commencé, rappelle-toi, le bal a lancé avec Joe Rogan. Quand Joe Rogan a signé pour 200 millions avec Spotify, la semaine passée, XQC, le petit gars de Québec, de Laval, qui signe avec une plateforme. Finalement, c'est des créateurs de contenu, ces gens-là. Puis ils n'ont plus besoin de outlets célèbres comme le New York Times, le Washington Post ou CBS pour diffuser leur contenu et sont totalement indépendants ou en grande partie indépendants. Et c'est ça. Tu viens de couper le lien entre les faiseux autour des politiciens et les salles éditoriales. Ils vont dire « Ah non, ils sont indépendants ». Mais c'est ça qui est difficile. Quand c'est décentralisé, comme ça l'est maintenant avec l'Internet, tu sais, c'est des milliers de radios pirates. Tu n'as aucun contrôle. Tu peux pas avoir aucun contrôle. Tu n'as aucun contrôle. C'est ça le endgame là-dedans. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre ultimement. Ils ne peuvent pas contrôler ça. C'est une question de temps. Et ça fait juste exposer leur agenda encore une fois. On l'a vu en fin de semaine. On l'a vu en fin de semaine. La couverture des médias était anémique et vraiment bizarre sur l'histoire qui est arrivée en Russie. Et ils ont perdu la face. Allez juste lire les tweets. Moi, j'ai pas accès, mais quelqu'un m'a envoyé des photos. Les tweets du gars là, qui fait des sondages, le gars de Léger Marketing. Ouais. C'est très drôle. Puis, tu avais des journalistes citoyens qui étaient sur Twitter puis qui étaient right on target. Bon, je dis pas que toute l'histoire est complète, mais ceux qui étaient le plus proches de ce qui est arrivé, ce sont des journalistes citoyens et l'avenir. Puis Elon Musk le dit lui-même. Et l'avenir est là-dedans. Mais je vais te rajouter une affaire, Joe. C'est pour avoir été dans les médias, dans les régions, puis après ça, d'être monté vers Québec, puis avoir pataugé pas mal à Montréal dans des grosses compagnies comme Astral, Radio Mutuelle et Bell. Ils sont en train de se faire ce qu'ils ont fait à toutes les régions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Montréal a bouffé toutes les régions. Ensuite, Montréal a été bouffé par Toronto. Et là, c'est Toronto qui est bouffé par le monde avec le web. Mais c'est la continuité de quelque chose qu'ils ont déjà commencé eux-mêmes. Ouais, ben c'est une consolidation dans le marché en général, mais moi, je continue de penser que quand même, il y a quand même une part de marché qu'ils peuvent avoir, mais il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils n'auront plus, je pense, ce levier-là sur les événements sociopolitiques, économiques comme ils avaient avant. Et ça, ils ont de la misère à se l'avouer, là, tu sais. Et c'est pas... Écoute, regarde juste Pierre-Carl Péladeau, ce qu'il dit. Il y avait un titre, écoute, j'étais à la pharmacie, puis il y avait un journal de Montréal là, imprimé, là. Puis le titre en haut, c'était, tu sais quoi, c'était incroyable, c'était « Fini les vraies nouvelles sur Facebook ». En soi, c'est une fausse nouvelle, ce titre-là. Là. Oui. C'est ça qu'ils disent. Là. Oh, oui, évidemment, Jacques et Louise vont dire « c'est bien, là », puis là, ça revient tout, là, la manipulation des élections avec Facebook, les Russes, etc., les fausses nouvelles. Oui, mais il y en a, je comprends, comme dans n'importe quelle plateforme, mais à la base, tu le dis, on l'a vu, encore un exemple concret avec les événements de la Russie en fin de semaine. Les événements se déroulaient live et on voyait des experts plus ou moins renseignés, au moins sur le site, et des experts en politique étrangère qui faisaient là, du live blogging de ce qui se passait. Puis même, il y a un gars, Mario Naffal. C'est lui que Elon Musk a envoyé sur un live, un Spaces pour faire un point sur les événements. Puis après ça, tu as l'autre qui nous tweet de faire attention alors que les médias ont comme été 12 heures de retard sur un événement qui n'a même pas duré 24 heures, Jeff. C'est quand même quelque chose. C'est pas rien que ça. Ils ont choisi le camp d'un des pires salauds sa boule. Là. Il était tombé amoureux du gars de Wagner. On va dire de quoi? Le gars avec le casque. Oui, ça, c'était genre les mercenaires sanguinaires de Poutine. Oui. Puis du jour au lendemain, ils vont renverser le régime russe. C'est des combattants de la liberté. C'est des good guys pendant 24 heures. C'est incroyable. Mais c'est what a time to be alive. Moi, il faut enjoy the show. Mais par contre, il faut quand même se préparer. Là, si vous avez encore le Québec à cœur et peut-être le Canada également, le plus important, Jeff, je le répète, les élections municipales et fédérales, c'est ça la priorité pour les prochaines semaines, prochains mois. Yes. Hey, bon été, Joe. Thank you pour tout le stock que tu nous as donné. Bien le fun. Je te dirais, je sais que tu vas faire du vélo pas mal parce que le printemps n'a pas été bien bon. Donc, repose-toi, puis on s'en reparle au début, mon ami. Yes! Salut. Joe Hamel était avec nous autres, disponible sans doute tout l'été sur Twitter pour les gens qui veulent suivre ce que Joe a à dire sur les différents sujets d'actualité. On va aller à pause. On vient avec l'aubergiste, une petite boîte avec Jerry. Radio Pirate. Making history again.